Pour être simple, nous en définissons par innovation quelque chose de nouveau, une idée nouvelle en termes de méthode, de dispositif ou de technologie, mais quelque chose de nouveau qui est introduit dans un système donné avec pour finalité de relever un défi en lien avec une amélioration quantitative ou qualitative. Donc, l'innovation a toujours comme finalité de relever un défi. Dans le cas d'espèce des systèmes nationaux de suivi et évaluation, l'innovation sera introduite pour améliorer l'efficacité du dit système en termes de production de données factuelles et en temps opportun, qui devra permettre de répondre aux besoins de définition de politique publique. Comme on le dit, la définition de politique basée sur des évidences. Donc, l'innovation dans le suivi et l'évaluation va contribuer à accroître la crédibilité et l'utilisation des résultats de suivi et évaluation. Alors, quel type d'innovation peut-on trouver au niveau de suivi et évaluation? Les innovations dans le suivi et l'évaluation peuvent concerner des technologies ou des processus ou approches. On identifie des méthodes, des techniques nouvelles pour la collecte des données, mais ça peut concerner aussi les institutions qui sont couvertes ou des aspects institutionnels. Ça peut concerner aussi quelles sont les parties prenantes ou les domaines qui sont couverts, et ça peut se traduire aussi en termes d'interaction ou de partenariat, etc. Donc, il y a une panoplie de possibilités d'innovation. Et pour cette discussion de panélistes, on va prendre des exemples du Bénin, du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal pour explorer des exemples concrets qui ont été appliqués et voir comment ça a influencé des changements. Alors, donc, à ce titre, nous avons 4 panélistes que je vais présenter rapidement. Vous avez le lien qui permet d'accéder à leur biographie. Nous avons Madame Kofran Adjimi, qui est experte suivi et évaluation en Tunisie. Elle est juriste et ENAC. Elle a plus de 12 ans d'expérience dans l'administration publique et les organisations internationales. Elle a œuvré pendant 5 ans à l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques et le suivi des grandes réformes dans son pays, la Tunisie. Et elle était directement rattachée au cabinet du chef du gouvernement. Actuellement, elle est experte en suivi et évaluation pour le PNUD. Elle est aussi formatrice en évaluation de développement en langue arabe pour l'École nationale d'administration publique du Canada. Nous avons M. Elias Segra du Bénin, spécialiste en suivi et évaluation, chargé d'études seniors auprès de la présidente de la République du Bénin. Il a travaillé pendant plusieurs années au Bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale au Bénin. Et depuis fin 2021, il est en charge du suivi des projets, programmes et réformes du gouvernement. Il faut dire que l'initiative de ce panel est venue de sa réflexion qu'il a initiée sur le suivi et évaluation au niveau de EVA Forward. Alors, nous avons de Maroc, M. Essaïd Azouzi, qui est actuellement directeur général adjoint du Millennium Challenge à compte au Maroc. Comme vous le savez, le Millennium Challenge est un financement du gouvernement américain. Dans le cadre du Maroc, avec pour objectif de rehausser la qualité du capital humain et d'améliorer la productivité du foncier. Auparavant, M. Saïd a été chargé de mission auprès du chef de gouvernement. Il a été aussi de 2008 à 2013 le directeur de suivi et de l'évaluation et de l'analyse économique au niveau de l'Agence du partenariat du Maroc. Nous avons M. Morsek, j'espère qu'il a pu se connecter, qui est le secrétaire permanent de la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics, directement rattaché à la présidence de la République du Sénégal. Alors, à ce titre, la commission rend compte au chef de l'État et comprend 22 personnes qui
décide d'évaluer toute action ou toute politique publique. Monsieur Seck, bien que le problème majeur dans le contexte de nos pays, c'est de faire de l'évaluation une culture. Donc, on a du chemin à faire. Évidemment, les discussions vont nous permettre de bien comprendre. À la fin de la session, nous aurons Madame Monica Romena-Diris qui interviendra pour nous faire la synthèse des points discutés. Monica est aussi déjà connectée. Elle est une collègue du Bureau indépendant d'évaluation du FIDA. Elle a plusieurs années d'expérience professionnelle dans le développement en Amérique latine et en Afrique. Et ainsi, avant de joindre le FIDA, elle a travaillé pour plusieurs banques de développement. Elle a travaillé aussi pour des agences des Nations Unies, des ONG et le secteur privé. Voilà, rapidement ramassé. Nous pouvons commencer avec notre discussion. Alors, la première question, elle concerne rapidement ce que c'est que l'innovation, pas ce que c'est que les exemples d'innovation. OK. Je vais demander à Madame Gaufran de nous prendre l'exemple du cas de la Tunisie et de nous parler des innovations qui ont été introduites dans les systèmes de suivi et évaluation en Tunisie. Comment ces innovations ont été identifiées et testées pour ensuite être appliquées. Peut-être un ou plusieurs exemples. Alors, à vous, Madame Gaufran. Merci beaucoup, Monsieur Maximine. Encore, je vous présente toutes mes excuses pour vous avoir laissé attendre quelques minutes. Effectivement, donc, parler de l'innovation dans l'évaluation en Tunisie dans un domaine qui demeure encore nouveau dans le contexte tunisien me pousse à évoquer en fait quelques exemples. Il y a une innovation institutionnelle qui s'est concrétisée à travers la création de l'instance générale de suivi de programmes publics où j'ai passé 5 ans dans l'institutionnalisation de l'évaluation. Il y a aussi la Cour des comptes qui a connu une réforme en 2019 et qui a rajouté le volet évaluation des politiques et programmes publics à ses compétences de contrôle. Il y a aussi une autre innovation, mais cette fois-ci procédurale, qui vient à la suite d'un problème qu'on a rencontré en Tunisie, qualifié des projets en difficulté entre la période de 2011-2014, donc quelques milliers de projets en difficulté, et qui a conduit à une autre réforme à travers le cadre unifié pour l'évaluation et la gestion des investissements publics qui exige une évaluation exemptée à tous les projets avant de les insérer dans le budget de l'État. La troisième innovation, elle est informatique et elle rejoint aussi donc l'idée du cadre unifié, à savoir une application informatique qui va assurer le suivi des projets publics et qui s'appelle INGES. Je rajoute aussi la réforme qui a introduit notre innovation, à savoir la gestion budgétaire par objectif qui exige une évaluation annuelle des comptes de l'État et qui est à la charge de la Cour des comptes. Est-ce que j'ai encore quelques... Oui, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous prenez 2 exemples. Je demanderai l'innovation institutionnelle que vous avez évoquée et le cadre unifié, par exemple, de concertation. Comment est-ce que ça a été introduit et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour l'introduction? Merci. Exactement. En fait, les circonstances qu'a connues la Tunisie entre 2011 et 2014 ont conduit en fait à un nombre élevé de projets en difficulté, que ce soit financés sur le budget direct de l'État ou à travers la coopération internationale. Donc, pour ne plus se trouver dans cette situation, il y a eu un comité qui a été créé et ce comité a identifié ces projets, a travaillé sur les différentes sources de difficultés et a conclu à la fin qu'il y a un manque de suivi et un besoin d'introduire l'évaluation. Donc, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, il y a eu tout un travail
sur la coordination entre les différents intervenants dans le domaine de gestion de projet et a conclu à concevoir une architecture d'un cadre d'évaluation et de gestion de projet avec l'application informatique. L'instance donc, a joué un rôle dans la dissémination de l'application informatique, aussi dans la préparation de cadres unifiés et dans la diffusion de la culture de l'évaluation qu'on pourrait avoir après dans ce panel ou à travers aussi le débat avec les participants. Merci, merci, ça a été intéressant. Alors, je vais me tourner vers Elias pour poser la même question. Et des exemples d'innovation qui ont été introduits dans le contexte du Bénin, quand les innovations ont été identifiées, testées, quelles ont été les difficultés? À vous, Elias. Merci beaucoup. Au niveau du Bénin, moi, je vais citer essentiellement 2 exemples d'innovation. Le premier exemple, c'est dans le domaine de l'évaluation lui-même et c'est une innovation en matière de méthodologie. C'est-à-dire qu'en 2020, nous avons mis en place une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie d'évaluation qui est l'évaluation rapide, qui nous a permis de relever des défis dans des situations de contraintes de temps et de ressources pour faciliter la prise de décision rapide. Et la deuxième innovation dont je vais parler, c'est dans le domaine spécifique du suivi. Et ça, c'est une approche institutionnelle, c'est une réorganisation institutionnelle, une réforme institutionnelle en matière de suivi avec la création des cellules de suivi des projets, programmes et réformes à la présidence de la République et au niveau du secrétariat général de la présidence de la République qui désormais coordonne tout le système national de suivi et évaluation au niveau du Bénin. Quand je reviens sur la première approche, la première innovation en matière d'évaluation, le bureau de l'évaluation a initié en 2020 donc les évaluations rapides avec plusieurs approches. Il y a l'approche interne, ça dit que l'évaluation est faite uniquement par les gestionnaires du projet ou les fonctionnaires de l'administration objet de l'évaluation. Il y a l'approche externe où, comme dans l'évaluation classique, on recrute un évaluateur externe. Et puis, il y a l'approche facilitée qui est une combinaison des énergies et des efforts entre les gestionnaires du projet ou du programme et un évaluateur externe qui est un facilitateur. C'est pour ça qu'on l'a baptisé approche facilitée. Et c'est surtout cette approche que nous avons utilisée et nous avons déployé ça dans 3 cas majeurs, 3 évaluations majeures et cela nous a permis une prise de décision rapide. D'abord des données, on a pu produire des données qui ont permis une prise de décision rapide. On viendra tout à l'heure à l'impact que ça a eu. Et le second, l'innovation des cellules de réforme, vous pouvez bien expliciter? Par rapport aux cellules de suivi des politiques, des projets, programmes et réformes du gouvernement, en fait, l'ancien système de suivi au Bénin était structuré autour d'une direction qu'on appelait la direction de la programmation et du suivi des investissements publics, qui était au ministère du Développement. Et depuis les dernières élections, le gouvernement a décidé de supprimer cette direction qui était la direction qui coordonnait le suivi du programme d'investissement public et de confier la responsabilité du suivi des projets, programmes et réformes, y compris le PIP, au secrétariat général de la présidence. Et au niveau du secrétariat, il y a eu des cellules qui ont été créées par secteur. Actuellement, il y a 6 cellules qui ont déjà été créées et qui sont opérationnelles. Et nous avons, ce n'est pas de nouveaux outils, mais c'est les anciens outils qui étaient utilisés, qui ont été un peu améliorés. Et ces outils-là sont utilisés
avec un nouveau processus, un nouveau mécanisme et sous la responsabilité des cellules par secteur. Et non seulement ces outils sont utilisés pour faire le rapportage sur les indicateurs de performance des projets, programmes, réformes. Donc, on a les taux d'exécution physique, les taux d'exécution finale. Le rapportage est beaucoup plus, nous faisons un suivi beaucoup plus rapproché et donc on a des résultats en temps qui permet une prise de décision plus rapide. Mais au-delà de ça, on a donné la prérogative aux cellules d'intervenir pour régler les problèmes, les goulots d'étranglement qui empêchent les programmes d'évoluer. On viendra tout à l'heure sur l'impact de ces éléments. D'accord. Tout à fait. Okay. Merci bien. Ça paraît intéressant. On va passer à M. Saïd maintenant pour nous donner le contexte du Maroc. Pour voir. Alors, à vous, M. Saïd. Merci, M. Kodjo. Merci aux organisateurs de cet événement. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous aujourd'hui et partager avec vous une expérience inédite au Maroc. L'innovation dont j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui est une expérience de mise en œuvre par l'agence MCA Morocco dans le cadre de son programme, un programme ambitieux financé par Millennium Challenge Corporation. En fait, partant des défis que vous avez mentionnés, M. Kodjo, au début, et qui sont très présents au Maroc, mais j'imagine valables dans d'autres pays en Afrique, à savoir que la culture de l'évaluation est encore faible, et que les décisions de politique publique ne sont pas suffisamment informées sur la base de preuves probantes émanant d'études d'évaluation sérieuses. Partant aussi du constat que les capacités dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques et l'utilisation des preuves pour les décisions politiques sont encore limitées. Et cette expertise et ces capacités sont limitées aussi bien au niveau de la communauté des chercheurs qu'au niveau de l'administration publique et même au niveau du secteur public privé du consulting. À cela s'ajoutent aussi toutes les appréhensions par rapport à la fonction de l'évaluation, par rapport à toutes les confusions avec l'audit et avec d'autres concepts, et qui fait que l'évaluation n'est pas aujourd'hui quelque chose de très, très, très pratiqué. Donc, l'agence, face à ces défis, l'agence mène une expérience inédite dans le sens où c'est la première fois que la promotion de la culture de l'évaluation fait l'objet d'un projet à part, avec un budget autonome, avec des activités spécifiques, avec une équipe dédiée. Comme vous l'avez certainement remarqué, là où la culture de l'évaluation est ancrée, il doit y avoir un champion, c'est-à-dire une partie gouvernementale qui fait la promotion de l'évaluation, de l'utilisation des preuves, qui fait le plaidoyer, qui essaie d'allouer les ressources, qui établit des normes, etc. Dans tous les pays de par le monde, là où ça marche, c'est qu'il y a eu un champion. Et je crois que c'est là le rôle que essaie de jouer MCA pendant la période très courte dans laquelle elle existe. Et bien sûr, dans l'espoir qu'une autre partie gouvernementale puisse prendre la relève à la lumière des résultats de cette expérience. Donc, il s'agit de mettre en place un fonds de 5 millions de dollars pour financer sur une base concurrentielle des évaluations de projets s'inscrivant dans le cadre de la politique d'emploi du pays en général, n'ayant rien à voir avec le programme en cours d'exécution par l'agence MCA Morocco. C'est une innovation d'apparence institutionnelle, mais elle comporte de manière intégrée tous les ingrédients qui boosteront dans le futur la culture de l'évaluation. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et ces ingrédients-là sur lesquels je vais revenir. Donc, ça a commencé d'abord par le lancement d'un appel à partenariat. Et là, je n'ai pas dit appel d'offres, ce n'est pas un procurement, ce n'est pas une passation de marché. On ne va pas recruter un cabinet privé, mais un processus concurrentiel pour la sélection d'un partenaire de recherche, un partenaire à but non lucratif. Et donc, ce processus de sélection a permis de retenir un consortium composé de JPAL, que vous connaissez certainement tous, de MIT, et de EPOD, et Evidence for Policy Design de l'université Harvard. Et dans le cadre de ce partenariat, donc ce consortium est appelé à fournir les missions suivantes. D'abord, une mission de formation de formateurs, de renforcement de capacités, formation de formateurs, aussi bien au sein de l'administration publique, mais surtout au sein de la communauté des enseignants-chercheurs des universités.
Et donc, ces formateurs vont dérouler les formations sur l'évaluation de la politique publique, l'utilisation des preuves pour la prise de décision. Ils vont les intégrer dans le cursus de formation des masters et des PhD. Et c'est quelque chose que nous sommes déjà en train de voir se reproduire. Et ce déploiement se fera sous la supervision des professeurs de Harvard. J'ai suivi cette formation. Je peux vous dire que c'est très original, très interactif, n'ayant rien à voir avec la formation classique, les PowerPoint, etc. Il y a aussi une plateforme dédiée, très riche en exemples de littérature de par le monde. Deuxièmement, l'organisation de séminaires durant lesquels les chercheurs partagent les chercheurs partagent des travaux de recherche réalisés de par le monde, des thématiques en relation avec, bien sûr, la politique de l'emploi, donc pour que les décideurs marocains et les chercheurs marocains puissent s'en inspirer et enrichir leur connaissance. Troisièmement, et c'est là le cœur de cette initiative, c'est le lancement d'un appel à projet auprès des départements ministériels, des établissements publics et même les ONG qui sont en train de mettre en œuvre des programmes d'emploi de jeunes, donc les invitant à soumettre leur candidature à des projets à l'évaluation, leur soumettre des projets à soumettre à l'évaluation dans le cadre de cette initiative. Je pense que ça paraît très, très intéressant. Déjà, si vous avez un site web par rapport à cette innovation, si vous pourrez insérer ça dans le chat, ça serait utile pour les participants. Et j'ai cru savoir que M. Seck a pu se connecter. M. Seck, vous êtes là? Sénégal, pour nous donner l'exemple du Sénégal. Bon, mais si ce n'est pas le cas, mais on reviendra à vous. Mais je vais retourner à Mme Gaufran par rapport maintenant à la deuxième question. Alors, par rapport, parce Allô? que je... Oui, M. Seck? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Allez, Oui, donnez-nous oui, l'exemple du Sénégal. oui, Un exemple concret d'innovation, oui. Allez-y. Oui, je suis désolé parce que je suis en voiture actuellement, je suis connecté en voiture. Mais j'ai suivi l'intervention de M. Seglasso Benin et de notre collègue du Maroc. Donc, pour le Sénégal, il faut dire que l'évaluation est une chose complètement nouvelle. Je crois que la première innovation pour moi, pour le Sénégal, c'est le fait d'abord d'avoir le courage au sein de l'exécutif de mettre en place une commission d'évaluation. Ça, je crois que c'est déjà une première innovation. On n'a jamais fait d'évaluation de politique publique au Sénégal depuis son indépendance. C'est la première fois qu'on a commencé l'exercice. Et cet exercice, justement, n'est basé que sur des innovations. Au-delà de l'aspect mise en place de la commission, nous avons aussi pensé faire une évaluation, vraiment utiliser une démarche participative. Donc, la démarche participative repose sur le fait que le citoyen est mis au cœur de l'évaluation. Donc, tout ce que nous faisons, nous voulons que les citoyens s'approprient l'évaluation, parce que ça n'a d'intérêt que dans ce cas-là. Et l'exécutif a eu le courage de pouvoir mettre le citoyen au cœur de l'évaluation. Donc, après cela, un autre aspect, c'est la mise en place d'une plateforme numérique permettant la participation de tous les citoyens à toute évaluation qui est entreprise par la Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Donc, à partir de cette plateforme, quel que soit l'endroit où se trouve le citoyen, si on fait l'évaluation du secteur de la santé, s'il a quelque chose à dire, il a la possibilité de pouvoir se prononcer. Donc, nous pensons que c'est cette démarche participative qui fait vraiment l'innovation majeure au Sénégal, au-delà du fait que la Constitution donne la mission d'évaluation à l'Assemblée nationale et à des structures comme la Cour des comptes, l'IGE, l'Inspection générale d'État, mais le cœur de métier de la commission d'évaluation est constitué par l'évaluation elle-même. Ces autres structures ne font pas de l'évaluation, même s'ils ont la possibilité de le faire dans leur mission, mais ils ne l'exercent pas. Donc, il n'y a que la commission d'évaluation qui exerce la capacité d'évaluer des politiques publiques au Sénégal. Donc, ça sont les principales innovations. La création de la commission au sein du cabinet du président de la République, le citoyen au et la démarche participative. Et la plateforme numérique. Très bien. On reviendra tout à l'heure à vous sur l'incidence de ces. Mais avant, je voudrais retourner à Mme Gaufran et M. Saïd pour que chacun, à leur tour, ils nous disent, par
pour Madame Gaufran, je prendrai l'innovation du cadre unifié. Et quelle a été la réaction des acteurs du système, les acteurs publics, les acteurs privés? Parce que les gens acceptent qu'on unifie le cadre, c'est un challenge parce que chacun veut toujours faire ce qui reste de son côté. Quelle a été la réaction des acteurs? C'est pareil, la même question pour M. Saïd par rapport à l'initiative d'institutionnalisation. Alors, à vous, Madame Gaufran. C'est comme si vous étiez avec nous, Monsieur Maximin. Donc, il y a ceux qui ont aimé le fait d'introduire l'évaluation. Il y a d'autres aussi donc, qui n'ont pas apprécié. Donc, et notre domaine, le suivi-évaluation, rencontre énormément la résistance au changement dans le sens où on a du mal à l'insérer dans nos processus de gestion. La résistance s'est manifestée en fait à plusieurs niveaux parce qu'en parallèle à ce cadre unifié de gestion du niveau en fait de projet, il y a eu donc une proposition d'unifier aussi le cadre des politiques publiques et des grandes réformes dans le sens de concevoir un mécanisme de coordination, suivi, évaluation des politiques publiques et des grandes réformes pour éviter après donc d'avoir des incohérences dans les projets. Donc, ce projet, depuis pratiquement 2017, donc, on a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à le mettre en place. Pourquoi? Parce que, en fait, comme j'ai cité tout à l'heure, donc j'ai cité plusieurs structures. Avant, on ne parlait pas de l'évaluation, alors qu'il y a quelques textes qui évoquaient pour certaines structures l'évaluation, mais on ne l'exerce pas. Quand l'instance générale de suivi de programme public a été mise en place, en ce moment-là, on a dit non, mais c'est à nous de faire l'évaluation et pourquoi vous créez une autre structure? La Cour des comptes a dit, mais c'est moi qui le fais, le contrôle général de service public aussi, donc, a exprimé la même chose. Et ça rejoint en fait l'idée de confusion entre l'évaluation, l'audit et le contrôle. Et ce que nous avons fait, donc on a organisé un cycle de formation en tant que structure chargée de diffuser la culture de l'évaluation et on a regroupé à la fois les magistrats de la Cour des comptes, les contrôleurs généraux de services publics et les gestionnaires qui travaillent dans les ministères autour d'un cycle de formation de la gestion axée sur les résultats, y compris un module dédié à l'évaluation de développement qui est le programme PIFED de l'ENAP Canada. En ce moment-là, donc, les trois parties se sont rendues compte des différentes différences et ont compris les enjeux réels de l'évaluation qui dépassent le simple contrôle ou le simple audit. Je reviens maintenant donc au cadre unifié. Donc, le cadre unifié a imposé une règle. Donc, on ne peut pas inscrire un projet dans le budget de l'État s'il n'a pas été évalué à l'avance. Et il y a un comité donc, au sein maintenant, donc je rajoute une autre structure à ma millefeuille de structures qui se présente comme spécialisée dans l'évaluation, à savoir le ministère chargé de développement et coopération internationale. En fait, il y a un comité qui a été créé suite à la création de ce cadre unifié et ce comité vérifie la cohérence du projet présenté par rapport au plan quinquennal de développement parce que ce ministère, c'est lui qui prépare le plan quinquennal de développement. L'appui en fait des partenaires techniques et financiers, surtout pour les projets qui sont financés à travers la coopération internationale, a facilité la réalisation de ces évaluations pour répondre à cette exigence du cadre unifié. Très bien, très bien. On va pouvoir s'arrêter là parce que ça devient intéressant. On ira après, Monsieur Saïd, on va aller au Bénin pour voir comment le cas du Bénin peut donner des idées à la Tunisie. Monsieur Saïd, à vous, les acteurs, comment est-ce que les acteurs ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont pris en compte votre initiative d'institutionnalisation? Merci, Monsieur Kodjo. Donc, par rapport à la composante renforcement des capacités, il y a eu un succès vraiment fulgurant.
Nous avons, même après le déroulement des modules de formation, nous avons continué à recevoir des demandes d'entités pour bénéficier de cette formation-là. Il y a même aussi la Cour des comptes qui n'était pas prévu comme partenaire et qui a demandé à bénéficier. Donc, les magistrats de la Cour des comptes, qui sont désormais aussi, qui ont pour mission d'évaluer les programmes de politique publique, ils ont demandé une formation et on leur a prodigué cette formation. Cette formation aussi a été déroulée au niveau de 4 écoles et universités d'enseignement supérieur. Donc, côté renforcement des capacités, c'est vraiment le succès, il est extraordinaire. Pour la question de l'appel à projet, nous sommes en train de financer 5 projets. Ça se déroule globalement bien. Du point de vue motivation, engagement des parties prenantes, bien que l'engagement n'est pas toujours le même parce que l'administration a ses propres pesanteurs. Nous avons des partenaires aujourd'hui qui prennent la même cadence, qui sont aussi engagés qu'au MCA pour réussir ce projet. Et il y a bien sûr certaines administrations qui traînent un peu les pieds, ils n'avancent pas au rythme qu'on aurait souhaité. Mais heureusement que c'est une minorité. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que chacun des deux, les chercheurs ont fait un grand effort pour s'adapter aux parties prenantes afin de les séduire et les attirer davantage pour se prêter à cet exercice-là. Et les résultats sont vraiment encourageants. L'administration est aujourd'hui en train de jouer le jeu, de se prêter à cet exercice-là avec courage, je dirais, parce que la culture est vraiment n'est pas très pratiquée au Maroc. Si je vous comprends bien, vous dites qu'il y a un engouement des différents acteurs. Est-ce que ça, c'est très bien. On note bien que l'engouement est là, les gens sont intéressés, on verra. Allons au Bénin pour voir maintenant. Par rapport, Elias, si vous avez bien entendu, et Mme Gaufran, il y a un des challenges par rapport au cadre unifié. Il semble que par rapport au Bénin, ça a été réglé. Alors, votre expérience que vous avez évoquée, qui me paraît édifiante, c'est-à-dire d'abord l'institutionnalisation au niveau du secrétariat de la présidence de la République. Donc, c'est un cadre unifié, si je peux utiliser les termes de Mme Gaufran. Alors, comment est-ce que ça marche et quel impact ça a pu ou quelle incidence ça a pu avoir? À vous. OK, merci beaucoup, Monsieur Max. Et il faut dire que c'est une réforme qui a démarré réellement cette année, au mois de février-mars. Pour le moment, on ne peut pas encore évaluer l'impact que ça a, surtout en comparaison des résultats que produisait l'ancien mécanisme. Le défi essentiel, c'est de pouvoir produire des données factuelles sur l'évolution des projets en temps opportun, au moment où le gouvernement en a besoin pour prendre des décisions. Bon, vous savez qu'il y avait déjà un ancien système qui était en place, un ancien système de suivi-évaluation avec les points focaux dans tous les ministères, les cellules de suivi-évaluation. Et donc, avec cette nouvelle réforme organisationnelle, vous savez, quand il y a une nouveauté comme ça, les gens deviennent réticents. Mais je peux dire que l'avantage, c'est que comme les ordres viennent de la présidence de la République, cela s'impose un peu à tous les acteurs. Et donc, quand les gens apprennent que la présidence a besoin d'informations, les gens, ça fait un peu gicler les gens. Et donc, même si au départ, il y a des réticences, nous avons mis quand même en place un mécanisme de communication avec les ministères, avec les acteurs au niveau des ministères pour que de plus en plus les gens s'approprient les outils. On a élaboré les outils de telle sorte que ce ne soit pas compliqué, trop compliqué pour les projets à renseigner. Et le travail le travail de synthèse se fait ici au niveau de la présidence pour pouvoir produire des tableaux de bord, des informations pour que le gouvernement puisse prendre des décisions rapidement. Moi, je peux dire que c'est peut-être, disons, à la fin du second trimestre, donc à la fin du premier semestre, autour de fin juin, que nous pouvons avoir vraiment, on peut déjà évaluer les impacts. Sinon, à la fin du premier trimestre, nous avons déjà eu quand même des tableaux de bord que nous avons présentés au chef de l'État dans certains secteurs où les informations ont été rapidement collectées.
Mais on a encore besoin d'avoir quelques temps, quelques mois devant nous pour pouvoir nous assurer que cela a rencontré l'adhésion, que le flux d'informations, que cela circule bien, que les projets, programmes donnent bien les informations et on pourrait revenir pour produire un rapport sur comment est-ce que cela a fonctionné. Je ne sais pas si... Oui, voilà. j'aime bien le mot que vous avez utilisé. Les acteurs, comme l'ordre vient de la présidence, les acteurs giclent Oui. pour se mettre au pas. Ça, c'est bien. Il y a un système coercitif qui s'est mis en place, mais on espère qu'au fil du temps, l'adhésion sera volontaire. Et parce qu'on voit par rapport à ce que a donné M. Seck, et le mécanisme participatif, où les acteurs volontairement s'y mettent, mais le mécanisme est coercitif. Est-ce à dire, et là je vais amener M. Seck à me répondre à cette question, est-ce à dire que dans le cadre de cas d'espèce du Sénégal, il y a eu un mécanisme coercitif qui a amené l'adhésion des gens au départ aussi dans le contexte du Sénégal, et quel a été l'impact du système actuellement, puisque au Bénin, c'est encore jeune, mais peut-être au Sénégal, on a déjà eu un impact. Parce qu'on a le rôle de l'acteur central qui est la présidence. À vous, M. Seck. Vous êtes muet. On ne vous entend pas, M. Seck. Monsieur Seck, on ne vous entend pas. Votre intervention. Allô, oui. Oui, allez-y. Voilà, c'est bon. Il faut cliquer juste une fois, Monsieur Seck. Vous avez cliqué 2 fois, vous avez coupé le microphone à nouveau. Juste une fois. Vous ne m'entendez pas? Oui, c'est bon maintenant. Voilà, donc pour le cas du Sénégal, il faut dire que si on compare le Sénégal au Bénin, le Sénégal est encore beaucoup plus jeune dans l'exercice de l'évaluation des politiques publiques que le Bénin. Donc ça, je crois que c'est un point qu'il faut noter. Parce que le Bénin a même eu à un moment donné un ministère entier qui était chargé d'évaluation de politique publique. Le Sénégal a commencé Le Sénégal a commencé seulement son exercice à partir de la deuxième moitié, le deuxième semestre de l'année 2019, qu'on a créé la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Donc, ça, je crois que c'est un premier point qu'il faut vraiment noter. De tous ces pays qui sont aujourd'hui autour de ce panel, je crois que le Sénégal est plus jeune dans cet exercice. Donc, parler d'impact nous paraît encore un peu trop tôt pour le cas du Sénégal. La première grande évaluation que nous sommes en train de mener se situe dans le secteur de la santé, avec l'évaluation de la politique et du système de santé du Sénégal aujourd'hui. Et il n'est pas question au Sénégal justement de parler de coercition en matière d'évaluation. C'est tout ce que nous voulons éviter. Nous voulons que ça soit une démarche vraiment d'appropriation. Nous voulons que les acteurs, nous voulons que à tous les niveaux qui se situent, puissent se sentir concernés et puissent savoir que c'est dans l'intérêt justement de parfaire tout ce que nous devons faire. Et c'est ça qui nous amène à l'évaluation. Donc, c'est vraiment une démarche participative d'appropriation de ce que nous faisons qui est mis en priorité. Donc, ce n'est pas parce que le président a décidé de loger la commission d'évaluation au sein du cabinet du président, au sein de son cabinet, qu'il y ait vraiment une quelconque démarche de coercition. Et nous avons, dans la petite expérience, en revenant sur l'aspect impact, les administrations avec lesquelles nous travaillons, les secteurs dans lesquels nous sommes vraiment en train de mener une évaluation de leur politique sont très, très coopératives. Ça, il faut vraiment le noter et le saluer. Tous les secteurs collaborent, en commençant par les chefs des départements ministériels, à savoir les ministres. Ils collaborent tous, il n'y a vraiment pas de problème. Tous les acteurs sont impliqués, chacun se sent concerné, du plus bas niveau au plus haut niveau. Quand on prend le secteur de la santé, c'est des syndicats, c'est des ordres professionnels, c'est des spécialistes, c'est des médecins. Hier, déjà, j'étais en séminaire avec
l'ensemble des 14 médecins chefs de région du Sénégal dans le cadre de cette évaluation qui doit être bouclée le mois prochain. Donc, nous pensons que ce n'est pas de la coercition qui va régler le problème. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je crois que même si dans leur mission, des structures comme la Cour des comptes, comme l'inspection générale d'État ont des missions d'évaluation, leur cœur de métier, c'est vraiment la coercition, c'est la répression. Parce qu'eux, ils font des travaux de contrôle, d'audit, de vérification, ce que nous ne faisons pas. Et il faut qu'on différencie l'évaluation à cela. Il ne faut pas que les populations soient réfractaires parce qu'ils pensent que c'est de la coercition que nous faisons. Donc au Sénégal, vraiment, il n'est pas question de faire de la coercition, il est question de faire participer tout le monde et il est question de se faire approprier ces politiques, ces mesures d'évaluation par toutes les couches de la population. Voilà un peu... Voilà. J'ai compris, et même en parlant de coercition tout à l'heure, je disais au départ, parce que quand vous amenez quelque chose de nouveau dans un système où les gens n'étaient pas habitués, il y a une résistance au départ. Madame oui, c'est de la méfiance. C'est de la méfiance. Voilà, méfiance qui amène peut-être à résister. Je veux pas d'abord. Mais après, on adhère. Donc, en réalité, c'est de ça que je mets en exergue. Oui, j'ai compris. Alors, ça m'amène à ma dernière question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors, rapidement? Ça, on va commencer par Elias. Que peut-on faire rapidement pour plus d'innovation dans les systèmes de suivi et évaluation en Afrique? Une minute maximum. Elias, que peut-on faire pour améliorer la situation? Voilà. OK, merci beaucoup. Moi, je pense que comme nous sommes à l'ère de la digitalisation, oui, il faut démocratiser les outils informatiques, les plateformes web de suivi des projets. Et au Bénin, actuellement, dans plusieurs structures, dans plusieurs ministères, il y a des plateformes que chaque structure a développées. Même au niveau de certains projets, ils ont développé leur propre plateforme. Maintenant, il faut qu'au niveau national, il y ait une grande plateforme qui récupère toutes ces petites plateformes-là pour que de façon permanente, on puisse avoir les informations sur les projets, n'importe où qu'on se trouve, avec les habilitations, selon qu'on est gestionnaire ou administrateur réseau ou décideur, homme politique, que tout le monde puisse avoir les mêmes informations au même moment. Si on peut développer une telle plateforme au niveau national, ce serait formidable. Très bien. Okay. On va passer à M. Saïd. Merci, M. Kodjo. Moi, je dirais que l'exercice de l'évaluation ne doit pas être laissé au bon vouloir des uns et des autres. Il ne faut pas aussi toujours compter sur les bailleurs de fonds. Il faut que ce soit quelque chose qui vient de la pratique quotidienne au sein de l'administration marocaine et je dirais de chaque pays. Et du coup, donc, il va falloir renforcer l'institutionnalisation et même légiférer. Pourquoi ne pas mettre en place des lois qui obligent les établissements à recourir à l'évaluation pour des programmes au-dessus d'un certain seuil de budget, pour les programmes sociaux, par exemple. Pour le cas de cette expérience que je viens de vous présenter, j'espère qu'une partie du gouvernement, et nous avons un ministre délégué chargé de l'évaluation de la politique publique, j'espère que cette expérience va attirer l'attention de ce ministère pour la reprendre entre les mains et la pérenniser parce que notre agence est malheureusement éphémère, il va disparaître d'ici quelques mois. Et donc, j'espère que cette expérience sera reprise par ce ministère ou par un autre ministère, parce qu'il est vraiment très intéressant de mener la conduite de changement de manière douce, façon à minimiser les résistances à l'évaluation. Et je crois que c'est un cadre ici, cette initiative-là, elle est vraiment, provoque un changement en douceur. Et c'est ce qui est recherché afin de dissiper les confusions et faire adhérer les gens. En une minute, voilà. Merci, très bien. On va écouter Madame Gaufran. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer? Les collègues ne m'ont pas laissé beaucoup de choix, Monsieur Max. Donc, ce que je peux rajouter, qu'une bonne volonté, surtout une volonté politique, est très importante pour réussir l'évaluation dans mon pays. Je suppose que c'est la même situation dans les autres pays africains. Et la collaboration, parce que l'informatique
Et le domaine MNI sont deux domaines très évolutifs. Donc, il y a une vitesse très rapide donc, de développement et d'évolution. Le fait de maîtriser un stade, donc on se trouve après qu'on est déjà dépassé par les nouveautés et les innovations. Donc, du coup, c'est important de collaborer ensemble, de partager nos expériences ensemble et renforcer les capacités. Merci. Alors, donc, Monsieur Seck, à vous pour nous dire vos perspectives pour améliorer. Oui, je crois que bon, c'est l'inconvénient de parler en dernier. Je crois que ce que les collègues ont dit, c'est vraiment cela. Donc j'insisterai un peu sur une volonté politique affirmée, vraiment pour ne pas trop truc la parole. Donc, une volonté politique affirmée, c'est important. Renforcer les capacités des différents acteurs, donc faire vraiment des séances de formation appuyées, augmenter la participation. Donc, que l'évaluation ne soit pas seulement une affaire de l'administration. Introduire les outils informatiques avec, par exemple, comme le genre de plateforme numérique que nous faisons au Sénégal. Accroître l'appropriation et renforcer la culture d'évaluation au sein de nos États qui sont très jeunes dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu de façon résumée les quelques points que je pense sur lesquels on devrait pouvoir s'appuyer pour pouvoir parfaire cette culture-là et encourager les États et les dirigeants à se donner à cet exercice d'évaluation de politique publique. Non, c'est très bien. Ça a été très, très intéressant. Et on va retourner vers les autres participants pour collecter des questions. Sinon, bon, vos interventions à la fin vont faire venir certaines questions, mais on va retourner aux participants d'abord. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? OK, Renata, vous pouvez m'aider parce que je ne pourrais pas. Oui, il y a une question par Nana Abdelatif. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'évaluation qui ont été menées, je pense, au niveau de vos pays et dont les conclusions, recommandations ont eu des impacts sur les circuits de décision? Donc, oui. Des exemples concrets, il demande. Puis, il y a une autre question de Dabir. Bonjour, merci pour la clarté des interventions. Je pense que notre panélistes ont donné des interventions très claires, vraiment, congratulations. Au Bénin, en quoi consiste l'approche facilitée entre les acteurs internes et ceux externes? Il demande. Qu'est-ce qui est fait pour éviter l'influence des acteurs internes sur les résultats des évaluations adoptant une telle approche? OK. Et dans ce cas, oui, c'est bien. On peut commencer par Elias pour la question sur le Bénin et ensuite pour la question qui concerne les impacts, on pourra voir Gofran ou Saïd ou bien Mort pour nous donner un exemple concret de leur pays. Elias, à toi. Oui, d'accord. Merci beaucoup à Dabir pour la question. Donc, l'approche facilitée, c'est la même chose que les évaluations mixtes, c'est-à-dire entre les gestionnaires du projet ou du programme et un consultant externe. Donc, l'évaluation, si au niveau du projet, il y a un bon mécanisme de suivi qui a été mis en place et donc on a les données de suivi qui sont déjà enfin, les éléments du cadre de résultats qui sont déjà bien renseignés, qu'il y a eu régulièrement des revues du projet ou du programme qui ont fourni des informations, c'est très facile à la fin ou à n'importe quel moment de faire une évaluation. Et donc, c'est la contribution des gestionnaires, c'est essentiellement sur les données secondaires parce qu'eux, ils ont déjà mis en place un bon mécanisme de suivi. Et l'évaluateur externe qu'on recrute, lui, il apporte son expérience. Il apporte son expérience et son regard externe. Et donc, on fait en sorte que l'évaluateur externe qu'on recrute soit quelqu'un de suffisamment influent pour que les acteurs internes n'influencent pas sur les résultats, pour pouvoir garantir quand même la transparence. C'est quelqu'un de suffisamment influent, qui a du charisme, qui a de l'indépendance. Ça fait partie des critères du recrutement. Et donc, le travail se fait vraiment de façon collaborative.
mais tout en garantissant, grâce à cette consultant externe qui a beaucoup d'expérience, tout en garantissant l'objectivité des résultats. Nous l'avons fait dans 3 cas et ça a marché. Donc, je pense que cela dépend quand même aussi de l'état d'esprit, hein, parce qu'effectivement, quand les choses n'ont pas bien fonctionné, on cherche à cacher les informations. Mais donc, vraiment, il faut beaucoup de tact et beaucoup de maturité, d'expérience pour pouvoir réussir cela. En tout cas, les 3 exemples que j'avais donné dans la discussion Eval Forward ont montré qu'on a quand même réussi cette approche à faciliter. Merci. Très bien. Si vous avez peut-être un lien déjà ou qui a été publié, vous pouvez mettre ça dans le chat pour les participants. Donc, on va les exemples concrets des impacts d'évaluation sur circuit de décision. Je crois qu'on pourrait écouter M. Seck, par exemple, pour le cas du système de santé, et peut-être aussi Saïd ou voilà. Voilà, merci bien, M. Kodjo. Donc, pour le cas du Sénégal, donc, la première grande évaluation de politique publique concerne effectivement le secteur de la santé. Donc, il est intitulé « Évaluation de la politique et du système de santé du Sénégal ». Mais l'évaluation n'est pas encore bouclée. Donc, comme je vous disais, hier, j'ai passé toute ma journée avec les médecins-chefs de région. Et le jeudi et le vendredi, je serai à Sali, à 80 km de Dakar, pour entendre d'autres actrices qu'on appelle les Badjanougor. Donc, c'est des femmes qui assistent un peu les femmes dans les différentes maternités du Sénégal. Donc, et en fin juin, on espère justement avoir le rapport de l'évaluation. Donc, voilà un peu là où nous en sommes. Merci. Donc, c'est vraiment un exercice nouveau au Sénégal. Et le thème est bien d'actualité au Sénégal avec tout ce qu'on a entendu ces derniers jours. C'est pourquoi le président nous met la pression pour qu'on sorte le rapport d'ici la fin du mois de juin. Bonne continuation, nous vous soutenons très bien. Si on peut faire quelque chose à distance, on va le faire pour vous aider. Hein. Très bien, merci beaucoup. Il y a eu d'autres questions sur le chat, et peut-être sauf si Mme Gaufran ou Saïd voudrait ajouter quelque chose, mais vous voulez rapidement? Oui. OK, allez-y. Oui. En fait, par rapport à l'impact de l'évaluation et la décision politique, nous avons en Tunisie un programme budgétivore qui s'appelle le Programme national d'aide aux familles nécessiteuses. Donc, et qui consiste en fait à octroyer une subvention mensuelle à des familles nécessiteuses. Le nombre de familles a augmenté et en même temps, la subvention n'est plus suffisante. Donc, il a fallu conduire une évaluation pour reformer le mécanisme d'octroi de ces subventions. Et l'évaluation a été conduite et a montré que les familles qui sont inscrites, par exemple, la première fois, sont toujours là, même si leur situation économique a évolué et elles ne sont plus des familles nécessiteuses. Donc, du coup, on a pris une décision d'actualiser la situation économique ou en parallèle augmenter le montant de la subvention. Ça, c'est pour le PNAF. Un autre projet aussi qui consiste à octroyer une subvention pour les enfants, ce qu'on appelle le cash transfert pour les enfants. Donc, la première décision, réaction du gouvernement était non, parce que le programme nécessite un grand budget et nous sommes dans une période de rareté budgétaire. Une autre évaluation a été conduite et a proposé un scénario qui est un peu donc plus léger de point de vue budgétaire, mais qui répond aux besoins des enfants qui ont besoin de recevoir cet argent. Et donc, le gouvernement a changé son avis. Un autre projet maintenant économique, à savoir le port des eaux profondes de Nfiva, c'est un ancien projet. Donc, une évaluation a été conduite après plus que 7 ans et a montré que le projet est toujours d'actualité économique à condition de changer un peu dans son affectation et le projet il est en cours de réalisation. Merci. Merci. Monsieur Koyo, donc pour le cas du Maroc, il y a eu plusieurs évaluations.
il y a eu un programme de transfert conditionné par transfert aux familles pauvres conditionné par l'envoi des enfants à l'école, un projet qui s'appelle TISIR. Et donc, c'était en utilisant le RCT, les essais randomisés contrôlés. Et donc, cette évaluation a permis de poursuivre ce projet-là, de s'arrêter sur ses impacts qui étaient positifs. Il y a d'autres évaluations sur le microcrédit, sur un projet portant sur l'agriculture, un autre portant sur l'appui post-création que j'ai moi-même supervisé au cours du premier programme MCA entre 2008 et 2013. Ça, ce sont des évaluations rigoureuses, mais il y a eu beaucoup d'évaluations de performance aussi. Je dois dire que M. Zenana, dans sa question, il fait allusion, est-ce que les conclusions des évaluations sont prises en considération et transcrites sous forme de décision? Malheureusement, il y a un effort à faire dans ce sens, bien qu'il y ait beaucoup de décisions qui ont été basées sur les résultats d'évaluation. Par exemple, ce projet soutien à l'entreprise qui porte ça à l'appui post-création aux jeunes entreprises, aux TPE, il s'est arrêté justement parce que l'évaluation a montré qu'il était économiquement non viable. Très bien, voilà. C'était ce que je voulais dire aussi, parce qu'en fait, c'est de montrer aussi qu'est-ce qui a changé concrètement dans la politique publique, dans une politique publique dans un pays à partir des résultats d'évaluation. Ce n'est pas encore tard, on pourrait revenir là-dessus, mais il y a des questions qui sont entrées en temps dans le chat, mais il y a une question que je trouve qu'on doit pouvoir répondre. Quelle est la place des associations d'évaluation dans la mise en œuvre des politiques d'évaluation de nos pays respectifs? Comme vous le savez, les associations d'évaluation sont importantes et jouent un rôle. Et je voudrais savoir d'abord, dans le contexte du Maroc, par exemple, comment est-ce que vous avez impliqué les associations d'évaluation dans les renforcements de capacités? Alors, il y a une association effectivement au Maroc, l'Association marocaine de l'évaluation, qui est une association très dynamique, qui existe depuis de longues années, qui organise annuellement des événements, des renforcements des capacités, qui fait aussi la promotion de l'échange. J'ai moi-même donné des présentations de projets que nous avons évalués lors du premier programme MCA. Et donc, il fait surtout la promotion des échanges d'expériences d'évaluation ici et là. Il ramène aussi des experts pour des renforcements de capacités. Donc, il est vraiment dynamique, il joue un rôle très important, mais sans la volonté politique que tout un chacun a mentionné tout à l'heure au niveau du gouvernement, je crois que le changement, il prendra du temps. Et l'association, la société civile est là, mais il faut que le gouvernement aussi puisse manifester plus de volonté politique vers l'institutionnalisation de l'évaluation. OK. Il y a M. Tierno Diouf qui a demandé la parole. Alors, à vous, oui. Votre question. Oui, merci, monsieur, merci les panélistes aussi. Désolé, j'ai pris le train en marche. Mais je voulais juste parler d'une question que l'ami marocain a évoquée, mais très brièvement. C'est par rapport à la demande. Parce que la majeure partie des interventions, c'est l'offre que j'ai entendue, alors que pour favoriser un environnement qui milite vers l'institutionnalisation ou bien en tout cas la pratique de l'évaluation, il faut que de l'autre côté aussi, du côté de la demande, que vraiment on investisse là-dessus en renforçant les capacités des utilisateurs, parce que si on fait des évaluations, il y a de la connaissance, il y a des nouvelles évidences qui sont générées, mais si ce n'est pas utilisé, ça ne sert pas à grand-chose. Ça peut juste rendre compte aux bailleurs, etc. Mais il faut qu'au niveau de la demande, et quand je parle de la demande, ce n'est pas seulement au niveau des décideurs, mais au niveau de la société civile, au niveau de la population, il faut que les gens puissent apprendre, puissent savoir que les impôts qu'ils font servent à quelque chose, et ça améliore la qualité de vie des populations. Parce qu'in fine, la finalité donc de l'évaluation, comme de tout le processus de développement et de politique, c'est l'amélioration de la qualité de vie des populations. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il faut aussi faire quelque chose. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'est une bonne contribution, effectivement. Et dans une démarche d'institutionnalisation, il ne faut pas travailler uniquement sur l'offre, il faut travailler sur la demande aussi pour que les acteurs même puissent inciter
à l'évaluation, donc l'aspect de redevabilité, que ce soit dans les deux sens, quoi, de ceux qui offrent les services, mais aussi ceux qui reçoivent pour une meilleure transparence. Peut-être on va écouter Elias pour savoir qu'en est-il de création de susciter la demande au niveau des acteurs même pour des évaluations ou des suivis. À toi, Elias. OK, merci beaucoup. Bon, effectivement, nous avons à un moment donné créé la demande au niveau national, sinon jusque dans les années 2000-2010, où l'évaluation a commencé à s'institutionnaliser. C'est beaucoup plus les partenaires au développement, les TTF, qui demandaient l'évaluation. Mais depuis qu'on a institutionnalisé l'évaluation, et là, nous sommes en train d'élaborer, on a déjà élaboré un avant-projet de loi pour démocratiser et pour systématiser l'évaluation. C'est vrai que avec tous les efforts qu'on a fournis jusque-là, c'est déjà devenu automatique, hein, parce que tous les ministères, tous les secteurs aujourd'hui ont fait l'objet d'évaluation déjà, au moins une fois. Et il y a certains grands secteurs comme l'agriculture, l'éducation, l'enseignement secondaire, technique professionnelle, dans lesquels on a déjà fait plusieurs évaluations. Mais si la loi est votée, je pense que ça va être voté parce que c'est une loi, et ça va être une loi sur la planification et l'évaluation. Je pense que l'évaluation va devenir systématique au niveau des ministères, des institutions de la République et au niveau des collectivités locales surtout. Je pense que l'évaluation va devenir une affaire de routine. Et l'année passée, nous avons fait l'expérience avec les collectivités locales et eux-mêmes ont demandé que les plans de développement communaux soient évalués et ils ont conduit eux-mêmes, dans certains départements, les communes ont conduit elles-mêmes leurs évaluations parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour recruter des consultants, encore qu'on n'a pas, l'offre ne rencontre pas encore la demande, c'est-à-dire le niveau de professionnalisation n'est pas encore suffisamment élevé, on n'a pas encore beaucoup d'experts en évaluation. Donc, les collectivités locales ont décidé de faire ça par eux-mêmes et nous, au niveau du bureau, on les avait appuyés. Et ça a été un très bon exercice. Ça a permis l'apprentissage, ça a permis le renforcement des capacités. Et donc, l'idée, c'est que d'ici les années prochaines, que dans les institutions, dans les structures, les acteurs eux-mêmes soient capables d'entreprendre des évaluations. Non seulement qu'ils demandent, mais qu'ils soient capables eux-mêmes d'entreprendre. Maintenant, après, la question de la transparence, le caractère scientifique des résultats, on peut toujours utiliser l'approche mixte que nous avons développée dans le cadre de l'évaluation rapide, là, donc avec des acteurs, des facilitateurs pour venir quand même garantir la crédibilité des résultats. Mais sinon, au niveau des structures, il y a déjà la demande. D'accord. Très bien. J'aime bien ce mot. Et donc, je serai d'avis avec M. Seck qui dit que le Bénin est en avance. Si vous allez déjà vers une loi pour la démocratisation de l'évaluation, mais ça serait une grande innovation et en lien avec les pays que nous connaissons qui sont très avancés en matière de culture d'évaluation. Ça, c'est un très bon pas. Mais on va voir, il y a Monsieur Ndiaye, Sabouri entend lever le doigt. À toi, Sabouri, et puis après, on va prendre la question il y a des questions dans le chat. Sabouri, oui. Merci beaucoup, Max, et tous mes remerciements à nos chers panélistes sur la qualité des échanges et des informations importantes qu'on a eu à bénéficier. Moi, je voulais poser la problématique de la gestion des connaissances liées aux résultats d'évaluation dans nos pays. Il y a plusieurs évaluations qui se font par les bailleurs de fonds. Il y a des initiatives, d'après ce que les panélistes ont dit, par rapport aux États qui ont commencé à faire leurs propres évaluations.
Mais la problématique majeure, où est-ce que ces données, ces résultats d'évaluation sont stockés? Où est-ce que ces résultats d'évaluation sont accessibles? Où est-ce qu'on peut les trouver? Généralement, on est obligé souvent d'aller dans le site de la FAO, le site du FIDA ou bien de la Banque mondiale au niveau des sites de ces bureaux d'évaluation pour retrouver des rapports d'évaluation, par exemple, faits au Sénégal, faits au Congo, et ainsi de suite. Alors qu'au niveau national, on a des difficultés pour avoir accès à ces informations. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des démarches ou bien des initiatives pour la collecte, la centralisation et l'accessibilité de ces résultats importants? Merci. OK. Là, faisons rapidement un tour de table pour voir. Monsieur Saïd, suivi de Madame Goffran, pour voir comment est-ce que vous gérez. Ça, c'est un problème réel. Allez, à vous. Oui, c'est un problème dans la mesure, ce que j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, nous sommes encore, l'évaluation en général, elle est diligentée, commanditée par les bailleurs de fonds et les organismes internationaux. Et généralement, ce sont ces mêmes organismes qui stockent ces évaluations-là. Les évaluations que j'ai menées entre 2008 et 2014, on peut envoyer des liens. Ils sont sur le site MCC. Ils ne sont malheureusement pas sur un site marocain. J'espère que le ministère qui vient d'être créé maintenant, qui est dédié à l'évaluation de la politique publique, va centraliser et va tenir compte de ça. C'est une question extrêmement importante et j'espère que le gouvernement va faire quelque chose. Mais je ne suis pas au courant qu'au Maroc, on a fait quelque chose dans ce sens. Merci. Très bien. Ah, voilà, il y a Samy, un site qu'on peut visiter pour le cas du Bénin. Très bien. Ça. Et Madame Goffran, pour la Tunisie? C'est la même chose qu'au Maroc, effectivement. Donc, ce sont ceux qui financent l'évaluation qui publient le rapport d'évaluation sur leur site, sachant que ça arrive qu'on publie en fait une évaluation sur un site tunisien comme celui que je viens de partager avec vous, l'évaluation du PNAFN qui a été publiée sur le site du CRES, qui est un centre de recherche et des études sociales en Tunisie. Mais il n'y a pas en fait un endroit qui centralise les différentes évaluations. Donc, c'était mentionné, ce besoin donc, a été inscrit chez l'instance générale de suivi de programmes publics pour créer en fait un centre fédérateur des différentes évaluations et études qui permettent et qui contribuent à l'amélioration de la prise de décision des politiques publiques, mais n'a pas encore vu le jour. Monsieur Seck, est-ce que vous avez un site qui permet pour qu'on aille voir, comme au Bénin, déjà ce que vous faites? Oui, moi je commencerai d'abord par parler un peu de l'Association nationale d'évaluation. C'est l'occasion de rendre un hommage, pour moi en tout cas, à l'Association sénégalaise d'évaluation, Sénéval. Et parce que je crois que pendant de longues années, ils ont été vraiment pionniers dans ce domaine. Ils ont contribué à vraiment imposer la culture de l'évaluation et peut-être même ils ont été pour beaucoup à influencer l'exécutif à créer une commission d'évaluation en son sein. Donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de leur rendre hommage. Le premier grand atelier organisé dans ce domaine depuis la création de la commission a été fait avec cette association sénégalaise et la commission est en train de préparer un protocole, un mémorandum à signer entre ces deux structures. Pour ce qui concerne les sites sur lesquels on peut trouver les rapports d'évaluation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un exercice qui vient de démarrer. La première évaluation est en cours. Le rapport n'est pas encore sorti. On l'espère en fin juin. Nous avons une plateforme numérique et nous avons l'intention de publier nos rapports dans ce site, justement, de la commission d'évaluation. Donc, il ne sera pas question d'aller trouver nos rapports dans les sites des partenaires ou bien des autres organisations internationales. Non, pas question. Nous publierons nous-mêmes dans notre propre site les rapports d'évaluation que nous élaborerons. Voilà. Très bien, très bien. Ça, tout à fait. Il y a des questions qui sont apparues en temps sur le chat. Oui. Allez-y. Il y a une question par Aïda. Quelle est la place de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre, surtout au Sénégal? Et puis, je pense... et puis, il y a une autre question par Nana pour la Tunisie. Est-ce que tous les projets doivent faire l'objet d'une évaluation ex ante avant de les soumettre au ministère du Budget pour bénéficier du financement? Je pense qu'elle a mentionné ça. Oui. Ou bien seulement les projets qui dépassent un certain seuil. OK. Madame Goffran, à vous. Oui. Merci beaucoup pour cette question. L'intention, en fait,
d'imposer cette évaluation à tous les projets. Mais étant réaliste que les capacités ne le permettent pas, donc le décret lui-même, donc il a posé une définition de l'investissement public et des projets publics. L'idée, c'est de commencer avec les projets principalement d'infrastructure. Si on aura le temps, je peux vous envoyer aussi donc, le lien de décret pour le voir, sachant que ce comité a développé une autre application informatique pour l'aider à sélectionner les projets. Donc, c'est par étapes. L'intention, c'est de soumettre tous les projets à une évaluation, mais on a commencé avec les projets grandioses, entre guillemets, ceux qui sont relatifs, qui portent principalement sur l'infrastructure. Très bien, OK. Alors, la suite pour M. Saïd, vous voulez intervenir? Oui, effectivement, au niveau à l'échelle du Maroc, le Parlement a commencé à s'intéresser de très près à l'évaluation. Ils organisent des événements autour de cette question de l'évaluation. Ils ont eux-mêmes diligenté, je crois, une ou deux évaluations de mémoire, mais je crois que beaucoup reste à faire si on garde à l'esprit que les parlementaires sont des représentants du peuple, et ils doivent, ces représentants du peuple doivent exprimer la demande pour plus d'évaluation afin qu'on puisse allouer de manière optimale les ressources rares du pays, le budget. Nous sommes un pays du tiers-monde, les ressources sont rares, les besoins sociaux sont énormes, et donc les évaluations sont très intéressantes, et qui mieux que les parlementaires sont placés pour demander de l'évaluation et stimuler, booster la pratique de l'évaluation, et pourquoi pas, comme j'ai dit tout à l'heure, et comme le cas du Bénin, promulguer des lois qui obligent toutes les institutions à mener des évaluations indépendantes pour les projets au-dessus d'un certain seuil. Très bien. Écoute, nous, la session est très intéressante, et comme l'a dit M. Ian, il est toujours là où il veut intervenir. Voilà, à vous. Ian, si vous voulez intervenir avant d'aller pour votre session. Merci, merci de m'avoir donné cette occasion de participer. Je pense que c'est un panel très bien réussi avec des expériences riches et complémentaires. Et comme j'avais dit dans mes commentaires dans le chat, je pense que ces expériences méritent même d'avoir un article, même plusieurs articles, n'est-ce pas, pour le Journal africain d'évaluation, n'est-ce pas? Parce qu'un des problèmes, c'est le fait qu'il faut documenter. Et ce webinaire est un très bon exemple, mais il faut aussi écrire, publier et encourager les autres pays, n'est-ce pas, à suivre l'exemple. Donc, c'était juste un petit encouragement que je voulais faire. Et j'étais très frappé par le pragmatisme, qu'il n'y a pas une seule formule, il n'y a pas une seule voie, que chaque pays négocie ou développe sa stratégie en saisissant des opportunités qui se présentent, soit à travers des initiatives de MCA ou des initiatives prises au niveau de la présidence, etc., n'est-ce pas? Il n'y a pas une seule voie. Il faut être toujours ouvert et pragmatique. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Et je vous encourage, je vous félicite pour la bonne continuation de la session. Merci beaucoup. Et je crois que nous prenons avec Renata et moi-même, Renata, je veux dire que moi-même, et puis j'espère aussi que je peux compter sur ma collègue Monica comme d'habitude. On va pouvoir faire quelque chose pour amener nos panélistes pouvoir à bien documenter cette session qui, ma foi, aussi est très, très intéressante. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller vers la conclusion de cette session. Je ne vois plus. Il y avait juste un commentaire par Kofi Donald-Dessous. Si c'est un commentaire, en fait, je pense que pour mieux réussir, il faut mettre beaucoup plus l'accent sur les suivis. Nos États doivent mettre des ressources pour que les systèmes de suivi fonctionnent en plein temps afin de permettre une bonne évaluation. Et donc, d'accord. C'est une réflexion qui a été commencée aussi par Elias Segla sur Evalforward. D'accord. Donc, c'est ça. Et Monica vient de me rappeler une question. Quel accompagnement de la formation pour répondre aux défis de la généralisation des évaluations dans nos pays?
est-ce que le Bénin peut partager son expérience? Ah oui, c'est-à-dire que nous avons, tous les panélistes ont parlé de renforcement de capacité, mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ce qui a été fait au Bénin qui évolue vers la démocratisation de l'évaluation? Et Elias, tu peux me dire quelque chose? Oui, ce que je peux partager de façon concrète, c'est qu'avec le temps, nous avons voulu aller on s'est dit au Bénin que pour mieux démocratiser l'évaluation, il faut aller au niveau des collectivités locales, puisque nous avons estimé que le développement, c'est de la base vers le sommet. Et donc, si nous démocratisons l'évaluation au niveau des collectivités locales, ça va prendre plus rapidement. Et donc, nous avons concentré nos actions de renforcement de capacité depuis 3-4 ans vers les collectivités locales. Donc, nous les avons beaucoup formés dans les 77 communes du Bénin, on les a beaucoup formés. Et aujourd'hui, dans la nouvelle politique nationale d'évaluation que nous sommes en train d'élaborer, c'est en cours d'élaboration parce qu'on a évalué la précédente et on a vu quand même que dans la question de la professionnalisation, du renforcement des capacités était très importante. Nous sommes en train de prévoir l'élaboration d'un programme intégré de renforcement de capacités qui va réunir tous les acteurs. Au niveau des universités, il y a quelques programmes de master qui sont nés déjà en évaluation. Il y a aussi des programmes de formation continue que certaines universités, certaines facultés ont créé. Et donc, nous encourageons les acteurs à aller s'inscrire pour suivre ces formations. Mais nous-mêmes, au niveau du bureau de l'évaluation dans le temps, on avait quand même développé plusieurs programmes de formation continue sur plusieurs thématiques à l'endroit surtout des acteurs des collectivités locales. C'est ce que je peux partager pour le budget. Très bien. OK. Et, Monsieur Seck, est-ce que vous avez des initiatives aussi dans ce sens? Vous savez, on a beaucoup de projets. Moi, je crois qu'on a beaucoup d'ambition, j'allais dire, pour ce qui concerne en tout cas l'évaluation de politique publique au Sénégal. Mais encore une fois, c'est vraiment à l'état de ses débuts. C'est encore vraiment à l'état de bébé. Donc, les initiatives sont énormes et la tâche est extrêmement grande. Donc, mais je crois que c'est important pour nous de terminer vraiment cette évaluation des politiques de santé, encore une fois, qui est vraiment aujourd'hui un point central pour les dirigeants sénégalais et ça nous permettra de corriger un peu peut-être pour les futures missions et de savoir exactement où on va. Donc, voilà en tout cas un peu pour l'état de l'évaluation pour le Sénégal et des initiatives qui sont dans le pipeline. Donc, il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, on préfère attendre de terminer au moins cette première évaluation, de faire l'évaluation de l'évaluation, justement, pour pouvoir voir... Voilà, exactement. Non, j'ai pris vos deux exemples parce que vous êtes directement rattaché à la structure la plus hautement placée. Donc, vous pouvez facilement mobiliser des budgets ou des financements des programmes publics pour les formations. Mais je vois que Saïd a une contribution. Oui, s'il vous plaît. Alors, au Maroc, il y a eu beaucoup d'initiatives, de renforcement des capacités des cadres de l'administration. J'en ai vu depuis des années. Mais je crois à l'originalité de l'expérience que nous menons dans le cadre de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est cet esprit-là de co-création. Les chercheurs, qui sont des chercheurs et non pas des consultants, c'est des chercheurs de laboratoires de recherche à but non lucratif qui sont associés au cadre de l'administration, aux décideurs, pour produire des évaluations. Et ça, c'est un apprentissage par la pratique, sur le tas. Et c'est ce que je voulais souligner. Vraiment, pour moi, l'évaluation et les suivis d'évaluation, on peut sensibiliser, c'est très bien pour que les gens adhèrent, acceptent, etc. Mais pour devenir un pratiquant, c'est comme la natation, on ne peut pas apprendre la natation sur les bouquins ou sur les bancs d'une classe ou dans une formation. Il faut vraiment mettre la main dans la pâte. Et ces ateliers-là de co-création, c'est-à-dire nous travaillons ensemble, chercheurs et l'administration, sur l'évaluabilité du projet, sur le design de l'évaluation, sur les outils de collecte des données, sur la façon de diffuser, de communiquer sur les résultats. Pour moi, c'est une étape encore plus avancée d'apprentissage et de renforcement des capacités que je voulais recommander vraiment. C'est une tendance nouvelle à l'échelle internationale et j'encourage vraiment cette pratique. Merci.
Nous avons moins de 5 minutes maintenant. Madame Gaufrance, je vous donne 30 secondes pour votre intervention. Juste par rapport au renforcement de capacité en Tunisie, on a une expérience avec les universités privées qui se sont engagées dans un master en évaluation de politique publique, une université. L'autre a développé un programme de renforcement de capacité des agents publics au sein de l'université privée dans le leadership et politique publique pour inciter à l'utilisation de suivi évaluation. Juste par rapport en fait à la participation du secteur privé de l'enseignement supérieur. Si la formation est donnée en français, vous pouvez mettre le lien sur le chat pour les participants, s'il vous plaît. OK, je voudrais ensuite maintenant donner la parole à Monica pour nous faire la synthèse de tous et la suite. À toi, Monica. Merci, Max. Bon, très brièvement, parce que je pense que le panel était si riche et comme quelqu'un l'a dit, nos panélistes ont été si clairs que je ne vais pas reprendre tous les mots et toutes les idées qu'ils ont à partager. Je voulais juste souligner, rappeler aux participants qu'on va préparer une entrée comme un bloc dans le site web de Eval Forward. Et peut-être qu'on va prendre aussi le défi lancé par Yann Hoput d'écrire un petit article à 4 mains ou à 6 mains sur ces expériences pour les partager au moins au niveau de tous les continents et ailleurs à travers ces journaux. Et je voulais juste souligner rapidement quelques idées clés que je pense qu'on peut retenir de ce panel. On a beaucoup discuté entre la différence entre les suivis et l'évaluation, l'importance de générer des données depuis les instances nationales, pas seulement à travers le projet des bailleurs, pour bien mener l'évaluation et aussi créer cette demande pour l'évaluation, cette culture d'évaluation qui n'est pas seulement une offre, mais que tous les acteurs autour de la chaîne de valeur de l'évaluation, si on peut l'appeler ainsi, soient formés et soient sensibilisés par rapport à l'importance de l'évaluation pour la prise de décision au niveau des politiques publiques et pour le bien-être de la population. Et on a entendu sur l'expérience du Maroc et avec les MCA, MCC, avec l'importance d'un champion au niveau national et les associations ou les réseaux d'évaluation où il y a pas mal d'acteurs qui se rassemblent et d'autres innovations comme les cadres unifiés de gestion de projets de la Tunisie qui essaient de mettre ensemble tous les acteurs et essayer de renforcer avec une vision de débloquer des projets qui auparavant avaient des difficultés. Le Bénin aussi nous a partagé son option d'institutionnalisation de la fonction d'évaluation à la tête de l'État à travers le secrétariat général de la présidence. La commission est similaire, mais pas exactement la même comme M. Sissek nous a expliqué au Sénégal. Et on attend avec intérêt cette grande évaluation des politiques publiques au Sénégal du secteur de la santé, qui sera comme un pilote qui va nous montrer. Et on a aussi échangé sur l'importance, et je voulais finir avec ces points, de que tous les efforts qu'on mène pour conduire l'évaluation soient accessibles à tous. La création de plateformes en ligne ou de bibliothèques dans vos pays où toutes les personnes intéressées à l'évaluation et aux résultats d'évaluation pourraient accéder. Je tiens aussi à rappeler tous les efforts que les Nations Unies aussi sont en train de faire, mais pour renforcer les capacités nationales d'évaluation, pour essayer, comme plusieurs intervenants l'ont dit, que nous, comme bailleurs de fonds, on soit un peu à vos côtés, mais pas en train de diriger ça qu'on fait dans l'évaluation, mais que ça soit plutôt un processus qui est mené par les décideurs nationaux et la société civile de vos pays. Avec ça, je vous remercie à tous et j'espère que on va vous partager l'enregistrement de ces panels et vous allez voir les blocs qu'on va écrire dans les sites web d'Eval Forward. Merci à tous. Et merci à tout le monde. Et pour les collègues qui ils peuvent aller sur le site d'évaluation du FIDA, du bureau d'évaluation. On a beaucoup d'initiatives et puis d'ailleurs, nous sommes engagés aussi dans le financement des renforcements des capacités en évaluation au plan national. Mais ça se passe
et à titre pilote pour le moment. Et si vous êtes intéressé, vous voudrez bien me contacter. Merci, chers panélistes. Merci à tout le monde. Ça a été très, très intéressant et nous continuons avec sur le blog de Eval Forward. Renata. OK, merci. Merci à tout le monde. Merci bien. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était un panel très riche, très intéressant, très haut niveau. Je pense que tout le monde a apprécié. Merci, merci Oui. beaucoup. Merci. Ouais. Merci à vous pour l'organisation, Merci. c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous tous. C'était un plaisir. Merci bien. Merci.